de la confiance. Salut à tous, samedi 12h50, c'est plus clair, ravi d'être avec vous pour ce deuxième numéro, toute l'actu des médias décryptée. Nous commencerons bien évidemment avec la disparition de Jacques Martin. Il s'est éteint dans la nuit de jeudi à vendredi, l'un des animateurs les plus populaires de la télévision. Bien avant les Guignols, il a osé l'insolence, la satire, nous verrons comment en images. Et puis évidemment, toutes les autres infos de la semaine, c'est notre JT des médias. Les enfants ont-ils leur place dans la télé-réalité? Question à quelques jours de la diffusion sur CBS de Kid Nation, le jeu qui fait scandale aux États-Unis. C'est notre dossier de la semaine. Nous recevrons sur notre plateau le roi de l'info sur TF1, Patrick Poivre d'Arvor. Nouvelle saison, nouvelle direction. Vous retrouverez vos nouveaux rendez-vous, l'interview télé, la webzone, la télé des voisins et bien sûr l'observatoire des séries, tout sur les séries françaises et étrangères. Voilà, et tout de suite, les infos et les images de la semaine, c'est notre JT des médias. C'est parti. À la une, la mort hier de Jacques Martin à l'âge de 74 ans. Il avait quitté le petit écran en 98 après un accident cérébral. Comédien, chansonnier, génial touche-à-tout avant d'être l'animateur de nos dimanches en famille. Il avait osé, bien avant les autres, la provocation, la satire, souvent féroce. À la télévision, l'humour peut tout permettre, disait-il. La preuve en images. Mon Dieu, je ne vous demande pas grand-chose. Mais faites qu'il fasse un temps aussi dégueulasse que dimanche dernier, Seigneur. Mauvais temps pour nous égale succès. Mauvais temps, c'est plus de téléspectateurs. Et pour nous, c'est du beurre, Seigneur. Pendant près de 40 ans, l'inventeur du petit rapporteur, l'ancêtre des Guignols de l'info, a toujours cherché à dynamiter le PAF, toujours avec le sourire. Jacques Martin déboule à la télé pendant les années Giscard, une période où la lucarne est squattée par de jolies speakerines et des présidents qui jouent de l'accordéon. Côté droit, il y a ce qu'on appelle les accordéons chromatiques et puis les accordéons contre un clavier, et ça c'est un accordéon à clavier. Mais c'est bien avant la révolution de mai 68 que Jacques Martin dégaine ses sketchs anticonformistes avec son pote Jean-Yann. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons ce soir vous présenter la première émission d'une série qui doit en comporter en principe 276. Pendant 23 ans, nous allons vous présenter des images. Comme ceci, par exemple, qui est franchement abominable. Oui, je dirais même que c'est immonde. Et pour cette parodie de Napoléon en coureur du Tour de France, il passera même à deux doigts du licenciement. À l'ORTF, on ne rigole pas avec le patrimoine. Oh, je les vois, ils nous reviennent dessus, c'est Wellington qui les ramène. Pour mettre un coup, que je le vois. Et voici l'arrivée, c'est plus cher, c'est plus cher. Ah, T'en fais pas, va mon vieux. Pas gagnera d'autres. Non mais perdre à Waterloo, c'est pas un désastre. Non, c'est pas un désastre. Ce fils d'industriel ne s'est pas contenté de jouer avec son image. Alors, les classes ont commencé? Oui, mais nous sommes en grève. Déjà? Une bande de chroniqueurs autour d'une table. Vous le savez, travaille au Monde. Des rires toutes les 5 secondes. Si ça vous rappelle des concepts d'aujourd'hui, c'est normal. D'ailleurs, en 1987, Claude Sarraute était déjà là. Qu'avez-vous cette semaine relevé dans l'information? 1, 2, 3, 1, 2, ta, ta, ta. Laurent Ruquier aussi, regardez bien à droite. Mais ce saltimbanque touche à tout n'a jamais été dupe du petit monde de la télé. La preuve avec ce numéro spécial de droit de réponse où Jacques Martin est en tête-à-tête avec Michel Polac. Je me suis aperçu qu'on a tous les deux un point commun. On est traités de dilettantes. Ouais. Voilà. Alors, de touche à tout par les gens qui nous détestent, ou d'hommes protés par... Après y avoir officié tous les dimanches, Jacques Martin reviendra sur France 2 demain, le temps d'un hommage, à partir de 16h15. À l'Opéra Comique, à la télévision. Je sais pas... Au bout d'un moment, je ne suis plus curieux. Alors je vais vers d'autres choses. Des chiffres avec notre baromètre de la semaine, les cartons et les gadins en images. Effet Coupe du Monde de rugby ou non, les nouvelles émissions ont du mal à trouver leur public. Les 60 secondes du Colisée ont changé de nom pour 60 secondes pour rire. Malgré cette modification énorme, le show d'Olivier Mine va mal. Le score d'Olivier Mine, du jeu d'Olivier Mine, est là vraiment en dessous du niveau habituel de la chaîne. On est presque à un tiers de la part d'audience de la chaîne. On est entre 6 et 7% de part d'audience.
Sur Canal+, le midi, l'édition spéciale peine à trouver son public et fait du surplace. C'est jamais évident d'installer une nouvelle émission sur une nouvelle case qui est quand même l'heure du déjeuner face au JT de TF1 qui fait presque 60% de part d'audience. Et lundi soir, c'est TF1 qui rimait avec Gadin. Leur série très inspirée de Grey's Anatomy, L'Hôpital, s'est plantée avec 22% de part de marché. Si vraiment les chiffres sont encore mauvais, on en tirera les conséquences. S'il commence à remonter où il y a ce qu'on appelle un frémissement, c'est-à-dire que s'il y a un bouche à oreille et que ce bouche à oreille fonctionne, ce que j'espère et ce que je trouve que la série mérite, alors à ce moment-là, il est possible qu'on continue à la tourner. Ça a pris 2 ans, mais cette fois, nous y sommes. Nous sommes rentrés dans un nouveau monde, celui de la TNT. La TNT fait frémir les chaînes historiques. Big Bang, tremblement de terre, onde de choc sismique, déferlante TNT, Big Bang, audiovisuel. Perte d'audience pour France 2 et TF1, gros gadin pour M6. Les nouvelles chaînes ont réussi à atteindre 18% d'audience, dont 7% pour la TNT qui explose. Dernière nouveauté, 18 chaînes locales ont vu le jour jeudi matin. Parmi elles, Marseille, Lyon, Montpellier, Rennes ou encore Toulouse. Avec les 7 nouvelles de l'Île-de-France, elles seront 25 locales d'ici 2008 sur la TNT. 25 à partir à l'assaut des annonceurs publicitaires. On va toucher donc des personnes quand même très très différentes, de catégories socio-professionnelles dites supérieures et plus citadines, donc qui sont des cibles qui sont très recherchées par les annonceurs. Mais pour l'instant, les chaînes historiques ne sont pas menacées. Ce serait plutôt la radio ou la presse qui pourrait souffrir donc prochainement de l'ouverture de ces chaînes locales. Suspense insoutenable et audience record mardi soir sur TF1. Fin de l'épopée Koh-Lanta, 7e édition. Après d'ultimes épreuves, Denis Brognard a enfin révélé le nom du gagnant, ou plutôt des gagnants. Impossible en effet de départager Kevin et Jade ex aequo. Ils ont gagné 55 000 € chacun et évidemment, nous les avons rencontrés. Mardi soir, c'était la finale de la 7e saison de Koh-Lanta. Plus de 9 millions de téléspectateurs et surtout pas un, mais 2 gagnants, Jade et Kevin. Allez hop, interview le pire et le meilleur. Ce que sûrement je vais pas oublier, c'est les copains aventuriers que j'ai pu me faire là-bas. C'est le moment où je me suis pris la branche là. T'es touché sur le nez, il est carrément tombé par terre. C'est quoi ces bêtes qui sont... Il voit des bêtes partout. On a l'impression qu'elle a duré 3 jours cette nuit. On se dit c'est pas possible, là, il va bien faire jour. Passer une bonne nuit comme ça dans ces conditions-là avec des petites bêtes qui nous sautent dessus, c'est pas facile. Et finalement, oui, il a fait jour. Une femme fait tourner le barillet. Elle pointe le pistolet sur sa tempe. Le public retient son souffle. Elle va mourir ou empocher 5 millions de $. Live est un jeu imaginé par une productrice prête à tout pour faire grimper l'audience. Live est le nom d'un long métrage façon docu signé Bill Guttentag avec la sublime Eva Mendes présentée au Festival de Deauville. Sunday night, 5 dreams fulfilled beyond their wildest expectations. One dashed forever. Only on ABN. Live, the world will be watching. Will you? I will. It's great. Sorti en France le 23 janvier 2008. Tension à France 3, le nouveau magazine de Christine O'Krent, Duel sur la 3, est toujours programmé pour le 23 septembre, mais les syndicats de journalistes ne la lâchent pas. Dans un nouveau communiqué, ils mettent en cause sa crédibilité à cause de son conjoint Bernard Kouchner. Argument des syndicats et réponse de l'intéressé. Cette semaine, le syndicat SNJ de France 3 est ronchon. Le problème, Christine O'Krent, la compagne du ministre des Affaires étrangères Bernard Kouchner, présente cette année une émission politique. En fait, nous, on pose la question de la crédibilité d'une émission d'information politique à partir du moment où la présentatrice, parce qu'il se trouve que c'est une présentatrice de cette émission, a des liens avec un membre éminent du gouvernement. Je fais mon métier depuis longtemps. Je crois n'avoir jamais mis en brèche le principe de rigueur et d'intégrité et surtout de séparation, de cloisonnement entre mes activités professionnelles et ma vie privée. Et la première de Duel sur la 3, successeur de France Europe Express, c'est donc avec Christine O'Krent sur France 3 le 23 septembre à 23h15.
Cette semaine, un comeback 4 ans que Popstar avait disparu de nos écrans, faute d'audience. Alors, pour gagner ce pari de la saison 4, M6 a imaginé une compétition R&B. Le jury a déjà fait parler beaucoup de lui, aux côtés d'un producteur et d'un manager inconnu du grand public, Mia Fry et sa prétendue rivale, Ophélie Winter, qui fait son grand retour. Ça valait bien les commentaires d'un jury confirmé, notre Dédé national, André Manoukian. À ma gauche, le seul rescapé de la nouvelle star, André Manoukian alias Dédé. À ma droite, Ophélie, Mia Fry, Sébastien Farran et Benjamin Jules Vaniche, le jury top déjanté de Popstar passé à la moulinette de Dédé. Oh putain, t'as vu le geste, comment il arrête les mecs? Ça c'est un patron, je vous le dis. Ouais. On n'est pas là pour plaisanter, je vous dis je dois faire un disque moi à la fin de cette émission. Ok? Mesdemoiselles, moi je vais vous prendre une par une. Je te jure. Il va faire du cinoche, il va faire comme Zétou de nuit, hein. Mais lui, sauf qu'il va jouer les vrais porte-flingues, lui. Ok, vous avez compris, le directeur artistique Benjamin Jules Vaniche, c'est le parrain, pas forcément chic. Ici, on est dans un truc de travail. Si vous êtes des fans, vous prenez vos clics, vos claques, vous dégagez. Ok? Sébastien Farran, lui, c'est le manager qui se la joue vaguement crooner. Bonjour. Sébastien, lui, son boulot, c'est d'aller fouiner, c'est d'aller chercher les talents, c'est de se déplacer avec les artistes. Donc on sent en même temps qu'il a cette posture un petit peu physique. Bon, on le sait bien, les deux femmes du jury ne s'entendent pas vraiment. It ain't like that, fuck you and whatever. Mais M6 a décidé de ne pas jouer cette carte. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je me sens vraiment dégaine aujourd'hui. À elles deux, je trouve qu'elles amènent un petit peu de... J'allais dire un petit peu plus de compassion, quoi. Toutes les deux, elles sont à chaque fois, naturellement... Elles se mettent plus dans la peau du candidat. Continuez, mais ce sera pas pour cette fois-ci. D'accord. Tu vois, les touches en plus, c'est pour les consoler et tout, pour vous, ça sera pas pour cette fois-ci. Ah non, les plus salopards, c'est vraiment dans notre émission qu'ils sont. Hélas. C'est a joke, it's a joke, it's a joke. Ah si, elle est cruelle quand même, hein, la mère Mia Fry. Quitte à ce qu'on m'envoie chier, moi je préfère que ce soit par une des deux gonzesses que par le soprano. Voilà. Pas fou Dédé, d'autant qu'Ophélie, c'est le meilleur parti de ce jury. D'après Paris Match de cette semaine, Popstar lui rapporterait 120 000 €, un record dans l'histoire du programme. Lundi, Frédéric Tadei revient nous tenir en éveil sur France 3. Deuxième saison de Ce soir ou jamais, de la culture au quotidien à pas d'heure et en direct. Le live, il semble que ce soit la recette magique essayée par toutes les chaînes en cette rentrée 2007. Alors, succès ou pas? Réponse avec Laetitia Krupa et Julien Dugast. Pourquoi est-ce que dans la matinale, il n'y a pas écrit en direct? Parce que nous aussi, on est en direct. Le direct, c'est l'argument marketing de la rentrée. Je veux que ça occupe la moitié de l'écran. Ah, voilà. D'accord, on va y arriver. Laurent Ruquier s'y est mis. On n'a pas tout dit. Canal continue, France 5 en rajoute. Oh bonjour, c'est toujours nous. Mais pourquoi? Voilà 5 bonnes raisons de faire du direct aujourd'hui. D'abord, la complicité. Bonjour à tous, bienvenue dans l'édition spéciale en direct, en clair et en public. Et je ne suis pas tout seul. Dans l'édition spéciale, le truc de Samuel Etienne, c'est de bichonner son public. Je prends les gens qui pouffent, je me dis ah, c'est bon, ça fait pas rire que toi. Deuxième raison, la compétitivité. France 5 se la joue télé de proximité. Dans la nouvelle émission Allo Docteur, les téléspectateurs consultent en direct grâce au SMS. Est-il préférable justement de faire la cuisine au beurre ou à l'huile? Demande Maurice. Aujourd'hui, la télévision se doit d'être interactive et en direct et réactive. Je veux dire, une télévision de conserve, alors qu'il y a 100 chaînes, 18 chaînes gratuites sur la TNT, une télévision ne se conçoit plus comme une télévision de conserve. C'est pas possible. C'est plus possible. Troisième raison, l'audience. Direct 8 l'a bien compris, l'improvisation et les dérapages, le public adore et plébiscite. On a fait énormément d'études, nous, sur le direct. Pour certains genres d'émissions, on peut considérer qu'il y a environ 20%, que le mot en direct en haut à gauche, comme vous pouvez voir derrière à l'antenne, apporte 20% d'audience en plus. On espère que ça va augmenter notre audimat et donc faire augmenter le prix de nos spots. Quatrième raison, l'efficacité. Le JT reste le lieu sacro-saint du direct et à Télématin, on l'utilise même à l'extrême. Nous, on modifie les textes jusqu'au dernier moment et en direct et parfois on fait ça sur le plateau quelques secondes avant de les dire. Donc ça, c'est notre part de présentateur et puis eux, leur part, c'est d'être capable de tout changer, y compris à la dernière seconde. Parfois même, ils sont en cabine quand on est sur du très chaud. D'ailleurs, ce matin-là, la journaliste va dire son texte en direct dans le JT.
L'affaire a fait le tour du monde, alors devant les caméras du monde entier, Kate McCain, visiblement éprouvée, sort enfin des locaux de la police judiciaire. 5e raison, la crédibilité. Frédéric Tadei n'aurait par exemple jamais imaginé une seconde devoir enregistrer son émission Ce soir ou jamais. C'est fondamental. Si je n'étais pas en direct, il y a la moitié enfin j'exagère, mais il y a beaucoup d'invités que j'ai eu dans cette émission que les autres n'ont pas parce qu'ils ne sont pas en direct. Moi, ils viennent parce qu'ils savent qu'ils pourront finir leur phrase et qu'elle ne sera pas coupée après. La nouveauté cette année, ce sera Soir 3 que Marie Drucker viendra présenter dès lundi en direct sur le plateau de Tadei. Elle aura du public, mais le public sera au bar et écoutera le journal sans plus manifester qu'il ne manifeste pendant mon émission. Pendant mon émission, on n'applaudit pas et on ne siffle pas et on ne fait pas « Oh !» sous prétexte que quelqu'un a dit une chose qu'on n'est pas habitué à entendre. Enfin, la rumeur de la semaine, Laurent Ruquier devait abandonner le direct, mais pour l'instant, on n'a pas tout dit, reviendra lundi en direct du Moulin Rouge à 18h50. Les infos insolites, people et croustillantes, c'est notre bonus de la semaine. Quand une émission classieuse et débridée reçoit 3 comédiens réputés pour leur humour, normalement ça doit être un grand moment de folie. Ça c'est fait donc. Sauf que là, dans le Grand Journal mercredi soir, il y a eu comme un bug. Valérie Lemercier, Thierry Lhermitte ou Daniel Auteuil n'avaient visiblement rien à dire sur leur film. J'ai une passion dans la vie, c'est les trains électriques. J'ai un grand train magnifique. Il va me le faire enlever. Oui. C'est incroyable. On se laissait porter par les situations qui étaient très drôles. Ouais. Et donc le personnage est de savoir son texte, je vois pas ce qu'il y a à faire d'autre. C'est ça. Ouais, la vérité éclate enfin. Sur les tournages de ciné, les acteurs s'ennuient sec. Mardi, c'était la rentrée télé de Valérie Trierweiler. Pour sa première télé sur Direct 8, Valérie recevait Hubert Védrine. Bonsoir et bienvenue à tous les fidèles de Direct 8. Ok, c'est une émission politique assez austère. Politiquement parlant, c'est une émission politique, une émission d'actualité politique. Encore qu'entend dans l'oreille. Mais c'est plutôt sur le positionnement. Plutôt, oui. Ça vous rappelait des bons souvenirs, tout ça. Et regardez de plus près, un vent d'érotisme ne demande qu'à souffler sur ce programme. Voilà pour le JT des médias, tout de suite, la polémique de la semaine. Marie Imbert sur TF1, Human Bomb maternelle en otage sur France 2, l'affaire Baudis sur France 2 également, Opération Turquoise et les Prédateurs, le scandale Elf sur Canal+. Cet automne, les télés continuent à piocher dans l'actualité. On appelle cela la fiction du réel, un genre ou plutôt un mélange des genres délicats, respect de la vie privée, poursuite en justice, quels sont les risques et quelles sont les limites entre docu au plus près de la vérité et la fiction pure. La fiction du réel s'est donc imposée. Ce sont des accusations hallucinantes. Fabrice de la Patelière, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la fiction à Canal+. Oui. Charles Berling, bonjour. Bonjour. On vous a invité parce que vous incarnez Dominique Baudis dans une fiction du réel, donc notable, donc coupable. Ça sera diffusé sur France 2 en octobre. Ça marche, la fiction du réel, l'audience est là. C'est apparemment le bon filon pour les chaînes. Le problème, Fabrice de la Patelière, c'est le respect de la vie privée et d'éventuels problèmes avec la justice. Quelles sont les limites de l'exercice ? Il faut travailler avec des avocats sur le film, par exemple, Les Prédateurs sur l'affaire Elf. On a évidemment travaillé pendant plus de 2 ans sur l'écriture, accompagné d'avocats, pour éviter les problèmes et pour se concentrer, pour vérifier que tout ce qu'on disait était effectivement avéré, avait été rendu public. Ça suffit comme garantie, parce que c'est souvent ce que font les chaînes avec ce genre de fiction. Elles ont soit un historien, soit carrément un protagoniste de l'histoire, c'est le cas avec Marie Imbert, soit un journaliste. Est-ce que c'est une caution suffisante ? C'en est une. Après, il y a une responsabilité de la part du diffuseur, du producteur et évidemment des auteurs du film. On n'écrit pas impunément, on ne dialogue pas impunément un personnage qui est un personnage réel. Donc ça demande un engagement, une responsabilité très particulière, évidemment. Charles Berling, vous êtes attaqué carrément à un très gros rôle puisqu'il s'agit d'incarner Dominique Baudis qui a été pris dans une tempête médiatique, on s'en souvient. Quand on vous a proposé le rôle, est-ce que vous avez eu peur et peur de quoi ? Non, j'ai pas eu peur parce que je pense que la télé, elle est faite justement pour travailler sur le réel, sur la réalité d'une société. Donc, si vous voulez, c'était important
Enfin, pour moi, c'est important que la télé soit dans cette réalité et travaille avec cette réalité. Donc après, évidemment, ça comporte un certain nombre de risques ou d'écueils, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas le faire. Pourquoi s'appeler Fabien Borda sur TV1, maire de Marsang? Pourquoi pas carrément s'appeler Dominique Baudis et être président du CSA, puisqu'après tout, il s'agit de cette affaire? Je pense que c'est pour des histoires, des questions juridiques. Là, pour l'affaire Elf, nous, on a pris le principe, c'était ce qui nous intéressait dans le projet, de mettre en scène les véritables protagonistes en les désignant par leur nom et en parlant de l'affaire Elf. Ça a été le point de départ du travail, d'où les difficultés et le temps qu'on a passé pour tout vérifier. Toutes nos fictions, tous nos projets vont dans ce sens-là, de se confronter à la réalité, qui est quelque chose qu'on avait pendant très longtemps évité. En France, c'était relativement tabou, contrairement aux pays anglo-saxons qui le font depuis très longtemps, sans parler comme ça du réel. Et nous, notre démarche à Canal, c'est justement d'aller sur ces sujets-là. Pourquoi un documentaire ne le permet pas ? Un documentaire le permet, mais la fiction est très forte parce qu'elle raconte une histoire avec des personnages et nous, ça nous permet aussi de montrer des images qui n'existent pas. On est dans le bureau de Sirven, il n'y avait pas de caméra dans son bureau à ce moment-là. Et c'est là que la fiction a quelque chose de plus que le documentaire. Aujourd'hui, dans l'actualité, il y a des affaires de pédophilie tous les jours. Oui. Est-ce que c'est des affaires, par exemple, où vous seriez prêt à monter une fiction, justement, pour qu'on ait un débat là-dessus? Alors nous, Canal, non, mais c'est un choix. Dans l'absolu, bien sûr, on pourrait le faire. Nous, on ne le fait pas, on reste sur des choses politiques. Mais ça, c'est un choix éditorial. Et si on vous proposait le rôle, par exemple, justement, d'un pédophile, vous accepteriez? Mais évidemment, mais moi, je pense qu'un acteur et la fiction est là pour traiter tout ce qui concerne l'être humain. La pédophilie, c'est une chose extrêmement violente, malheureuse et terrible, mais ça concerne l'être humain. La fiction, elle doit essayer de comprendre, d'analyser en profondeur les choses. Et c'est un regard particulier. C'est pas la justice, si vous voulez, la fiction. C'est pas pareil. Dominique Baudis a vu la fiction. Il a réagi comment? J'étais très touché parce qu'il m'a dit « Vous avez saisi l'essentiel de ce qui est arrivé dans cette histoire. Vous ne m'avez pas imité, mais vous avez trouvé l'essence de quelque chose de ce drame. » Fabrice de la Patelière, pour l'instant, c'est plutôt le fait divers sur TF1, l'histoire sur France 2 et la politique sur Canal+. C'est une espèce de distribution comme ça admise, ou vous voulez vous attaquer à d'autres pour l'instant, on reste vraiment pour se différencier des autres chaînes, on reste vraiment sur le politique, là où les autres ne vont pas forcément. Et votre prochain projet? Ça sera l'opération Turquoise, qu'on va diffuser aussi à l'automne, et un film autour des Klarsfeld et la traque de Klaus Barbie qui sera diffusé tout début d'année. Et on a plein de projets en développement. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Dans un instant, le zapping, c'est juste après la pub. Retour sur le plateau de Plus Clair, tout de suite comme promis, le zapping. 20 ans qu'il présente le 20h et on ne l'en délogera pas comme ça. 9,2 millions de téléspectateurs en moyenne. Mais ce n'est pas une rentrée tout à fait comme les autres. Ses patrons sont partis, un autre est arrivé, on critique sa rédaction, il en a vu d'autres. Et ce n'est décidément pas une rentrée comme les autres. Il est sérieusement en lice pour le Goncourt avec son 40e livre. PPDA est avec nous aujourd'hui et je suis ravie. Bonjour. Bonjour Charlotte. 20 ans aux 20h, vous êtes tout le temps numéro 1 et de loin. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rester leader, pour rester premier? Est-ce qu'il faut faire quelques concessions? Non, surtout pas, puisque quand j'étais sur la 2 déjà, à la fin, on était numéro 1. Donc je pense pas qu'on puisse, qu'il y ait des recettes particulières ou des concessions particulières. C'est lié à votre personne? Je suis vraiment mal placé pour en parler. Peut-être un peu quand même. Je pense que c'est lié à la fidélité, oui, à la continuité, au fait que ce soit le même visage que les gens retrouvent chaque soir. C'est lié certainement aussi à une indépendance qu'on affiche vis-à-vis de tous les pouvoirs. Étienne Moujotte, qui a quitté le navire TF1 mais qui s'est exprimé sur RTL notamment, a dit que la nomination de Laurent Soli, qui est l'ancien directeur de campagne de Nicolas Sarkozy, était une très très bonne nouvelle pour TF1. Vous pensez la même chose? Oui, parce que c'est vraiment ce qu'on appelle une flèche. Vous savez, il y en a quelques-unes comme ça. Nous, on avait engagé comme ça, il y a quelques années, un garçon qui venait du cabinet de Georges Filiou, qui, comme vous l'avez remarqué, pas tout à fait à droite, et qui était remarquable, qui a été secrétaire général de TF1 et qui est toujours d'ailleurs à TF1 un directeur important, qui s'appelle Jean-Pierre Paoli. Donc voilà, on essaie de prendre les meilleurs là où ils sont. Lors de la conférence de presse de rentrée de TF1, il y a eu un petit événement. Robert Namias, qui est le patron de l'info, a pris la parole et il a
piqué un petit coup de sang, en gros, pour dire je me retrouve jamais dans ce que vous écrivez. Il s'en est pris aux journalistes. Est-ce que vous avez été étonné? Est-ce que vous trouvez ça normal? Il en avait peut-être un peu marre, justement, du genre de questions que vous posez en permanence, comme si à Canal+, vous étiez des parangons de l'indépendance, etc. Vous nous comprenez? À un moment donné, où ça va, on sait qui on est pourquoi on est regardé par beaucoup de téléspectateurs, parce que justement, on tient à cette indépendance. Et moi, je tiens beaucoup à cette indépendance. Il me semble qu'avec d'autres, j'essaie dans cette rédaction de montrer que c'est possible, et ce n'est pas extrêmement difficile. On a envoyé bouler bien des pontes et des hiérarques du pouvoir, etc. Et ça va, bon, et à un moment donné, c'est pas parce qu'on est en tête qu'il faut qu'on soit tout le temps critiqué. C'est Nonce Paolini qui est numéro 1 maintenant de TF1. Vous auriez aimé être patron? Non. Pourquoi je ne saurais pas faire parce que c'est un talent très particulier. Il faut gérer des compétences extrêmement diverses, s'intéresser à des domaines. C'est ce que vous savez. C'est ce que vous savez faire, patron de l'information au moins. Mais vous voyez, la télé-réalité, je suis pas un domaine que je connais particulièrement. Non, mais patron de l'information. Oui. Non, ça va. Je suis depuis maintenant presque 20 ans justement directeur adjoint ou maintenant même directeur délégué de l'information. Donc ça va. Non, je suis patron de mon journal de 20 heures. J'en suis très très content et ça me suffit. Ça suffit à mon bonheur, en tout cas. Grosse actualité littéraire. Cette semaine, votre livre « J'ai tant rêvé de toi », écrit à 4 mains avec votre frère Olivier, fait partie de la première sélection du Goncourt 2007. J'imagine évidemment que vous êtes flatté. Qui ne le serait pas. D'autant que notre précédent livre, l'année dernière, Disparaître, avait été également retenu par cette prestigieuse académie. Donc voilà, c'est vrai qu'on est honoré. Voilà. Vous avez déjà eu le prix Interallié, vous avez été sélectionné l'année dernière. Et si vous avez le Goncourt, vous quittez le JT? Non, pourquoi donc? Non, quittez attendez, les projecteurs. Pas de chantage de cette nature. Non, c'est pas un chantage, mais quitter les projecteurs et finalement vivre votre vie de romancier. Le point de départ, c'est que je voulais être écrivain. Ça, c'est le premier livre que j'ai écrit, j'avais 17 ans, donc c'était ça mon désir. Vous avez toujours assumé ces multiples facettes en même temps, vous vous êtes jamais perdu? Peut-être qu'en tout cas, aux yeux des autres, c'est difficile de distinguer l'écrivain du journaliste, ça sans doute, ça doit pas être si facile. Surtout quand les livres sont aussi personnels. Oui. C'est sans doute le plus intense. Vous y avez mis vos tripes, vous le dites vous-même. C'est une histoire qui commence à une date très particulière, le 27 janvier 95. Oui, c'est la date en effet du départ de ma fille Solène. C'est évidemment un événement dont je me suis jamais remis, mon frère non plus, et on a vécu la chose d'une manière extrêmement douloureuse. On a donc abandonné le livre qu'on avait imaginé avec elle d'ailleurs un peu, parce qu'elle était venue à Prague et elle avait parlé avec nous beaucoup d'une idée sur l'imposture littéraire qui nous plaisait beaucoup. Et puis voilà, 12 ans après, une fois que la maison de Solène a été mise en place, une fois que j'ai pu essayer d'évacuer non pas cette douleur, mais cette absence, cette absence cruelle elle me manque tant, que j'ai pu la remplacer par un sentiment de présence, même de protection, même de guidage. On a pu l'écrire, ce livre, enfin. Il lui est dédié. Oui. L'héroïne s'appelle Yuki, elle est anorexique, elle est perdue, elle refuse le secours qu'on veut lui apporter et elle est en quête éperdue d'un père. Vous comprenez qu'on puisse être bien sûr touché mais aussi dérangé par cette mise en abîme? D'abord, Yuki n'est pas Solène. Solène avait 19 ans lorsqu'elle s'est suicidée. Yuki en a 26. Il n'y a aucune espèce de rapport. Le rapport est plus proche avec Desnos, avec la vie de Robert Desnos, du poète Desnos. Quelle est la limite à la confession finalement et peut-être à l'impudeur? Sur la confession, il n'y en a pas là, puisque j'ai parlé d'elle dans « Elle n'était pas d'ici » ou dans « Lettre à l'absente ». Là, en l'occurrence, pas du tout. Il s'agit d'un roman qui n'a pas de rapport, si ce n'est qu'évidemment, c'est en écho à sa mémoire. Mais rien n'a de rapport avec ce qu'elle est ou ce qu'elle a pu vivre. Si ce n'est sa douleur intime d'anorexique. Vous avez souvent dit « J'ai beaucoup écrit sur ma fille, mais jamais sur ma vie personnelle ». Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, ceci dit, d'avoir prêté le flanc à ceux qui, eux, voulaient traquer votre vie personnelle? Non, jamais, puisque je n'ai jamais dit un mot de ma vie sentimentale à qui que ce soit. Et je continuerai. Ça ne les empêche pas de m'emmerder tous les lundis, tous les samedis. Cette semaine encore, oui, vous y êtes. Voilà, c'est pas des choses qu'on souhaite, sachez-le.
Vous qui êtes le champion du direct, je vais vous poser des questions, elles ne sont pas pièges, mais des questions en rafale, en 60 secondes chrono. Vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Oui, c'est des questions sur le temps. Ce qu'il vous reste à faire avant la fin de la journée? À aimer. Avant la fin de la semaine? À écrire. Avant la fin de l'année? À penser. Avant de raccrocher, avant la retraite? Beaucoup de choses. Et notamment un film, peut-être, si j'en ai le courage. La personne que vous voudriez interviewer avant de raccrocher? Peut-être George Bush. Je l'ai jamais rencontré, celui-là. J'ai des choses à lui dire. C'est pour quand le prochain livre? C'est pour la fin octobre, vous vous rendez compte? Déjà? Dans combien de temps vous allez vous acheter un nouveau scooter? C'est peut-être bientôt, là, parce que celui-là, il commence un peu à briller. Oui. Combien de temps il vous faut pour être prêt le matin? Très peu de temps. Il faut que je cours, que je me rase et que je prenne une douche froide, ça va. Et pour préparer le JT? Beaucoup de temps, puisqu'on commence à peu près à 10h du matin, quoi, et qu'à 20h30, on y est encore. Et ben voilà, c'est fini. Voilà, j'ai tenu les 30 secondes. Bon. À peu près, les 60 secondes. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à toutes nos questions. On va passer à une autre interview, croisée celle-ci, l'interview télé où quand deux personnalités de la télévision font les questions et les réponses. C'est l'un de nos nouveaux rendez-vous. On regarde. L'émission qui te remonte le moral. Ah tiens, Ruquier, voilà, Ruquier le soir. Avec quel animateur du PAF est-ce que tu prendrais une douche? Si on considère Zinedine Zidane comme un animateur du PAF, très volontiers, Zizou. Si on implique, en ce moment, ils sont très à la mode, les joueurs du 15 de France, avec chacun d'entre eux, l'un après l'autre. Quelle est l'émission qui te déprime? Le compte est bon, le chiffre et les lettres. Avec quelle personnalité t'as-t-on déjà confondu? Il y a des vieilles dames dans la rue qui m'arrivent. Mais vous ressemblez à Julien Lepers. Christophe, est-ce que tu kiffes Arlette Chabot? Moi, s'il y a un gars sur la planète Terre qui kiffe Arlette Chabot, d'accord, c'est moi. T'es plutôt Jean-Pierre Foucault ou Michel Foucault? Ah, c'est vrai que Jean-Pierre, on peut le lire aussi. Pour être tout à fait honnête, je n'ai lu ni l'un ni l'autre. Les initiales de ton pire ennemi dans le PAF. Je ne dirai jamais de mal, même sous forme d'uniforme, d'un quelconque animateur de la télé. Vous allez vous rentrer ça dans votre petite tête, oui ou non? Est-ce que tu t'imagines mourir en direct à la télévision? Oh, c'est bon ça, Coco. Et tout de suite le... Et président d'une chaîne de télé? Je me dis que si j'ai envie d'exercer ce qu'on appelle le pouvoir, pas le 5e, mais les autres, je le ferai peut-être plus facilement en politique à la tête d'une chaîne de télé. Est-ce que tu as déjà été ivre, bourré à la télévision? Oui, sur le plateau des maternelles. J'ai dû franchement boire 3 whisky pour pouvoir continuer une grande discussion sur les adolescentes mères de famille. J'y arrivais plus, c'était trop dur. Ouais, je me suis bourré la gueule pour tenir le truc pendant l'émission, en direct. Est-ce qu'il faut coucher pour faire de la télévision? Non. Des fois, on voudrait bien. La télé est-elle l'opium du peuple? Vous pouvez répéter la question? Quel a été ton plus grand moment de solitude à la télévision? Le jour où j'ai dit à Juliette, il est magnifique ce texte le matin. Vous avez dû en baver pour l'écrire, et qu'elle m'a répondu, c'est pas moi, c'est Baudelaire. C'est sûr. Voilà, Christophe Ondelat que vous retrouvez sur RTL et Maïté Nabiraben dans Les Nouveaux Explorateurs sur Canal+. Sur M6, les adultes se font plumer par des gamins de 10 ans. Aux États-Unis, les enfants construisent carrément leur société. Tom Foreman, le producteur de télé-réalité qui avait déjà commis Relooking Extrême, a eu une nouvelle idée, larguer 40 filles et garçons âgés de 8 à 15 ans à Bonanza, ville fantôme du Nouveau-Mexique, et voir comment ils se débrouillent, comment ils vivent ensemble. CBS crée le scandale. Christelle Rebière. 40 kids, one town, no adults. Welcome to Kid Nation. La Nation des enfants, c'est le dernier avatar de la télé-réalité aux États-Unis. 40 enfants lâchés dans une ville fantôme, livrés à eux-mêmes pendant 1 mois et demi. Réussiront-ils à créer une société meilleure que la nôtre? This is our world. Kids can do just as much as adults can do. Le programme n'a pas encore été diffusé sur CBS que la polémique est arrivée jusqu'ici. Peut-on laisser vivre des enfants sans encadrement? Mike, stop! Yelling is not the way to settle things.
On oublie une chose, c'est que ce sont des enfants, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'être accompagnés. L'autonomie, c'est pas quelque chose forcément d'inné, c'est aussi quelque chose que l'on apprend, quelque chose que l'on accompagne. L'encadrement, mais aussi le travail des enfants. Certains auraient fait des journées de 14 heures, la presse se déchaîne. Une mère accuse les producteurs de négligence. Sa fille de 12 ans s'est brûlé le visage en faisant la cuisine. Il faut dire que dans le contrat que la production a fait signer aux parents, celle-ci se dégage de toute responsabilité en cas d'accident ou de maladie pouvant mener jusqu'à la mort. Ce paragraphe alambiqué est noyé dans les 22 pages du contrat. Du coup, une question nous taraude. Serait-ce possible en France ? En France, c'est impossible. C'est extrêmement rigide, et tant mieux. Les enfants sont suivis psychologiquement, donc médicalement et scolairement. Et ensuite, il faut que la commission de la DAS, qui réunit une dizaine de personnes tous les mois, examine tout ça et donne son accord sur le script, sur les conditions de tournage, sur la production. C'est pléthore de problèmes. Et il sait de quoi il parle, Jamel Ben Salah. Imaginez des enfants de 8 à 14 ans dans le Far West qui recréent une société. C'est l'histoire de son prochain film qui sortira en décembre. Et toute ressemblance avec Kid Nation n'est sûrement pas fortuite. Big City, le western où les enfants font la loi. C'est Big City qui a inspiré Kids Nation, je pense. Il faut réorganiser cette ville. On a tourné au Canada, et comme par hasard, quelques semaines plus tard, après notre passage au Canada, des gens qui avaient produit déjà des choses pour CBS et HBO, voilà, font la même chose. Mais donc voilà, c'est pas une polémique ou quoi que ce soit, mais c'est que je pense que de toute façon aux États-Unis, ils n'ont plus vraiment d'idées et qu'ils s'inspirent de ce qui existe dans le vieux continent et en France notamment, et qu'ils pillent allègrement les bonnes idées françaises. Reste une dernière question. À qui profite la polémique ? Les gens qui se plaignent sont des gens qui ont participé à l'émission. Est-ce qu'eux-mêmes ne participent pas à l'émission pour faire parler d'eux, pour prolonger cette petite gloire ? En tout cas, CBS est gagnant parce que le scandale n'est pas assez fort pour faire du mal à l'image de l'émission et à l'image de la chaîne. C'est juste le petit scandale qu'il vous faut de télé-réalité pour braquer tous les projecteurs sur l'émission. Et oui, CBS a déjà réussi son coup. Kid Nation, c'est mercredi soir, juste avant Survivor. Audience assurée. L'événement Internet de cette semaine, c'est une vidéo. Premières images d'Oussama Ben Laden depuis 2004. Il cite Nicolas Sarkozy et Gordon Brown. La bande est donc récente. C'est le Figaro.fr qui a réussi à mettre la main sur cette vidéo et à la mettre en ligne le 7 septembre, 4 jours avant le 6e anniversaire des attentats de New York. Les dessous d'un gros coup avec Karima Hamzaoui. Ben Laden refait surface. La réapparition de Ben Laden. C'est donc bien Oussama Ben Laden qui s'exprime dans un nouveau message vidéo. Ce message que vous avez vu dans tous les JT cette semaine était en ligne dès le 7 septembre sur le Figaro.fr. Comment a-t-il atterri sur ce site français en exclusivité mondiale ? C'est la réponse que nous sommes allés chercher. On est allé se balader un petit peu sur des forums entre guillemets islamistes. Et puis là, on est tombé sur un petit message qui avait été posté. Et puis, il y avait un lien. Et donc, à force de clics droits, on est tombé sur un serveur, puis sur un répertoire, puis sur un autre serveur. Et de fil en aiguille, on est arrivé sur un répertoire caché dans un site totalement anodin qui n'a rien à voir avec Ben Laden, l'islamisme ou Al-Qaïda, dans lequel étaient déposées ces vidéos. Deux vidéos d'Oussama Ben Laden sont en effet retrouvées sur ce répertoire. Une de 3 minutes destinée aux médias, l'autre de 26 à la propagande. De format pensé par la branche média d'Al-Qaïda. Dès le 5 septembre, elle prévient via son site internet. Une vidéo de son leader sera diffusée prochainement. Commence alors la traque de Ben Laden sur le net. On a récupéré un document que normalement seul Al Jazeera et la CIA devaient avoir. Et si le web permettait enfin de localiser l'homme le plus recherché du monde ? À part ça, dans la webzone cette semaine, les blogueurs, eux aussi, fous du Vélib, en ligne leur prouesse. D'abord les cascadeurs, puis les fans monomaniaques qui photographient toutes les stations de Paris, les anti-Vélib parce qu'il y en a aussi, et enfin les plus drôles et surtout les plus célibataires qui parodient le Vélib en célib. À vous de choisir votre formule.
Elle s'appelle Tila Tequila et c'est le phénomène de MySpace avec ses plus de 2 millions d'amis. Après tout, c'est vrai que Tila a beaucoup de talent. D'abord, elle sait chanter. Elle sait même danser en même temps. Mannequin, cette jeune demoiselle de 26 ans a déjà posé dans plusieurs magazines américains dont le très respectable Time. Alors forcément, la télévision l'a repérée, MTV vient de lui proposer un show et une idée absurde, tenter de faire aimer les garçons aux filles qui aiment les filles. Thank you so much for having me. Enfin, ce site, No Good TV, sorte de trash TV sur le net, aucune limite, aucune censure, aucun sur les jurons du style Fuck it! Fuck you! Fuck you! Fuck you! En French, fuck you! Bref, le site joue la carte de la provoque à volonté et en plus on devrait retrouver toute cette équipe très bientôt sur une grosse chaîne américaine. It's no good. Chaque semaine, notre fenêtre sur les médias étrangers, c'est notre télé des voisins. 4 mois maintenant que la petite Maddy a disparu. L'enquête patine, les parents sont officiellement suspectés. Et au drame vient maintenant s'ajouter une bataille médiatique entre tabloïds portugais d'un côté qui n'hésitent pas à accuser les parents et la presse à scandale britannique de l'autre qui les soutiennent. On est en ligne avec Sandra Felgueiras. Bonjour, vous êtes journaliste à la RTP, la chaîne nationale portugaise. Vous suivez l'affaire depuis le début. Vous avez même été prise à partie par la presse britannique. Il y a une grande tension. Est-ce qu'il y a vraiment 2 camps ? Non, je ne pense pas qu'on peut parler de tension entre la presse portugaise et la presse anglaise. Il s'agit juste d'une façon différente de raconter cette histoire. Les médias britanniques ont des sources différentes des nôtres. Ils donnent des informations que nous, journalistes portugais, on vérifie auprès des autorités de notre pays et qui s'avèrent fausses. Par exemple, les principaux tabloïds anglais ici où je me trouve en ce moment disent que la police portugaise veut récupérer l'ordinateur de Gerry McCann et qu'elle souhaite aussi des vêtements de Kate, alors que c'est faux. Oui, aujourd'hui, les enquêteurs et la justice semblent de plus en plus persuadés de l'implication des parents, mais on n'a toujours pas de preuves, toujours pas d'éléments concrets. Est-ce que, selon vous, la presse ne devrait pas être plus prudente ? Le problème ici en Angleterre, c'est qu'avec toutes les spéculations faites par la presse, et je parle bien sûr de la presse britannique, il est difficile pour nous d'expliquer à l'opinion publique anglaise que les informations qui viennent des autorités portugaises sont les bonnes. Il est donc difficile de couvrir médiatiquement l'affaire Maddy, car ici en Angleterre, l'émotion a envahi tout le pays au cours de ces 4 derniers mois. Merci beaucoup Sandra Felgueiras d'avoir répondu à nos questions. J'ajoute que les parents de Maddy, eux, refusent de rester silencieux pour se défendre. Ils ont repris leur blog, interrompu le jour de leur mise en examen, findmadeleine.com. On peut y lire « Nous allons démontrer notre innocence, nous voulons nous concentrer sur la recherche de Madeleine », le site qui est alimenté chaque jour. C'est l'heure maintenant de notre observatoire des séries. Il n'y a pas qu'Ophélie qui revient sur nos écrans, David Duchovny aussi. Et là, surprise, oubliez Fox Mulder, l'enquêteur bien peigné de X-Files, place à Hank Moody. Dans Californication, le titre est un indice, il incarne un romancier mal rasé, obsédé sexuel qui ne dit pas non à la poudre blanche. Inutile de vous dire que sa vie professionnelle et conjugale sont un désastre. C'est l'un des grands héros de la rentrée télé aux States. Avec Californication, David Duchovny renoue avec le succès. Il faut dire que la série surfe sur la vague du politiquement incorrect. Un filon qui a permis à Californication de faire beaucoup de bruit depuis son lancement mi-août. Father, why is there a naked lady in your bedroom? You wait. It's right there, okay? There's no hair on her vagina. Do you think she's okay? I'll check. Si l'acteur a toujours eu du mal à se faire un nom au cinéma, quand il s'agit de séries TV, il est un peu chez lui. Le CV de Duchovny nous rappelle qu'il a été présent au générique de nombreuses séries cultes. De 90 à 91, il est un agent travesti dans la série Twin Peaks. De 93 à 2002, il est muté au service des affaires non classées, les X-Files, et ça le rend un peu parano. Qu'est-ce qui prouve qu'il dit vrai? En 97, l'une de ses enquêtes l'emmène dans un épisode des Simpsons. En 2003, il apparaît dans une autre série culte, Sex and the City. 2007, dans Californication, il est donc Hank Moody, un auteur en panne d'inspiration et un père divorcé totalement immature. Ladies, Daddy's trying out a new look. What do you think?
Un rôle qui semble lui convenir à la perfection. I went and I did the show and my ass was extremely white. They offered me bronzer. I brought it home and I thought about it and I couldn't put bronzer on myself, so I put it on my 5-year-old son, just head to toe. La série Californication est d'ores et déjà reconduite pour une seconde saison. On pourra la découvrir en France sur M6 l'année prochaine. Le Festival de la fiction TV a démarré mercredi à La Rochelle. Les professionnels y dévoilent quelques-unes des fictions qui seront diffusées dans les mois qui viennent à la télé. L'occasion pour nous de voir à quel point les comédiens venus sur cette mini-croisette sont des fans de séries. Alors, quelle est la série dont vous ne pourriez pas rater un épisode ? Il y en a une que j'ai adorée mais que personne n'a vue qui s'appelait Profit. Je pense que c'est Engrenage. Oui. Voilà, ça je n'ai pas raté. Friends, à une époque j'étais très accro. Je raterai pas un épisode de Dr House. The Office, la version anglaise. Alors écoutez, moi je suis une fan absolue de Desperate Housewives. Vraiment. Et puis j'aime beaucoup aussi Six Feet Under. Aujourd'hui, de nombreux fans de séries n'hésitent plus à télécharger illégalement des épisodes. Alors vous êtes plutôt Emule ou BitTorrent ? Tu dis, je suis plutôt quoi? C'est quoi? Emule ou BitTorrent? Qu'est-ce que ça peut dire? C'est des technologies ou sont des acteurs? Non, c'est une technologie. Je sais pas télécharger, non. Enfin, si ma fille sait le faire, mais moi je sais pas le faire. Ah, je dis là, non. Alors tu vois, j'étais là, je me disais, putain, mais qu'est-ce que c'est? Attends, c'est quoi? C'est un truc de musique, de machin? Non, j'y connais rien du tout. Non. Tu veux que je te dise? Je suis un infirme. Je dois être un des seuls vieux cons à pas tapoter sur les trucs. Le Festival de La Rochelle s'achèvera demain soir et si de nombreuses séries françaises y ont été projetées, il y en a un que cela a laissé de marbre. Je ne sais pas ce que c'est, moi, les séries. Je sais pas. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est une fiction qui fait 1h30 ou 2 heures et qui me raconte une histoire. Voici des images de la toute première fiction réalisée intégralement dans le cadre de Second Life, le site qui permet aux internautes de vivre dans un monde parallèle. Molotov Alta en est le personnage principal. Il se balade dans un costume sombre et se pose chaque seconde un flot de questions métaphysiques. I could be whoever I wanted for a price. Did I want to be strong, tall, big, small? Surprise, le premier épisode de ces aventures à première vue rébarbatives a attiré plus d'1 million de curieux sur le web. Du coup, la chaîne américaine HBO a décidé d'en produire une série. On ne sait plus trop où on est, perdu entre le virtuel et le réel, la fiction et le documentaire, l'internet et la télé. Une chose est sûre, on est bien au 21e siècle. Voilà, plus clair, c'est fini. Et maintenant, un café, l'addition, Pascal Clark et sa bande. Salut à tous, à la semaine prochaine, 12h50. Et d'ici là, ouvrez grand vos yeux.